Chers amis, bonjour. Voilà, je vais entamer une série de vidéos concernant les figures rupestres qui ornent les rochers ou bien les abris. Donc j'ai commencé de décrypter légèrement les figures rupestres qui se trouvent un peu partout en Afrique du Nord et particulièrement en Kabylie. Je disais qu'on n'avait pas fait attention à ces endroits-là ou bien à ces merveilles dans le temps. Il fallait que Poito arrive pour qu'il fasse un inventaire, surtout en Kabylie. Mais la grotte d'Ifera était connue bien avant. C'était la découverte de Boulifa. Boulifa, c'était le premier qui a écrit sur la grotte d'Ifera. Elle était vraiment visible. C'est un tableau, c'est un site merveilleux, c'est un site extraordinaire. Vraiment, le nombre de caractères, le nombre de textes que contient ce rocher est vraiment, il ne se trouve nulle part en Afrique du Nord. C'est vraiment, c'est comme on dit aujourd'hui, la bibliothèque, la plus grande bibliothèque, hein, la bibliothèque nationale. Donc, ce qui est écrit là-dedans, on peut donner des équivalents, mais en ce qui concerne la langue, même si le berbère ou bien le kabyle ou bien toutes les variantes qui se trouvent en Afrique du Nord ne peuvent pas totalement dire que cette phrase-là ou bien ce décodage-là est équivalent à cette phrase-là. Parfois on trouve, parfois on ne trouve pas. Mais tant qu'on n'est pas sûr, on ne peut pas se prononcer. Non seulement on ne se prononce pas, mais les gens n'ont pas vraiment accordé une importance primordiale ou bien une grande importance pour faire des recherches dans ce sens-là, quitte à se tromper. Quitte à se tromper. Donnons un sens à ces phrases-là. Essayons de les déchiffrer, de dire plusieurs mots jusqu'au jour où on sera en mesure de dire oui, c'est ça. Regardez par exemple dans les anciens tablettes sumériens ou bien dans les anciens écrits, par exemple, même l'arabe. Il n'y avait pas de voyelles, mais on a réussi quand même à interpréter ces textes-là et leur donner quelque chose de définitif, plus ou moins définitif. Il peut être variable. Les tablettes sumériennes, ça a été difficile de les déchiffrer. Mais rien n'empêche, à travers le temps, on a tiré des histoires. L'histoire de Gilgamesh, l'histoire de déluge, les histoires des anciens, des dieux, etc. Ils ont su profiter, ils ont su travailler et interpréter ces écritures-là. Les hiéroglyphes, c'est la même chose. On peut dire que depuis le IVe siècle, après la chute de l'Empire romain, personne n'a su déchiffrer les hiéroglyphes. Donc, à partir du IVe siècle jusqu'à 1822, à l'arrivée, jusqu'à les années 1800, je crois que 22, arrive Champollion pour qu'il ose donner une interprétation. Et je ne vous dis pas qu'il a eu énormément de contradicteurs. Il a énormément de peine à dire que, voilà, j'ai trouvé l'interprétation des hiéroglyphes. Dans une histoire, d'ailleurs, il est mort jeune parce qu'il en avait souffert. Donc maintenant, je ne sais pas pourquoi il y a personne ici qui osera dire, voilà, puisque cette lettre-là est égale à celle-là, celle-là, et je comprends un peu le kabyle, je comprends Tachawit, je comprends Tachilhit. Il y a beaucoup de variantes de Tamazigh en Afrique du Nord, donc à peu près ça pourrait dire ça. Et puis il va oser avancer une phrase.
ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, on pourra enfin décrypter un peu, légèrement, ensuite beaucoup, ces messages-là, et c'est vraiment passionnant. Les gens qui ont passé toute leur vie à décrypter les tablettes sumériennes ne l'ont pas fait pour rien. Les gens qui ont passé toute leur vie à décrypter les hiéroglyphes ne l'ont pas fait pour rien. Donc pourquoi ne pas faire la même chose pour les caractères lébiques que nous trouvons en Afrique du Nord chez nous? Ensuite, nous avons laissé, ou bien le champ a été pris par les Français, ou bien les autres envahisseurs qui ont traversé ce pays-là. C'est une bonne chose. Ils nous ont laissé des écrits, c'est une bonne chose. Mais maintenant, nous-mêmes, nous avons des universitaires. Pourquoi travailler toujours à partir du corpus de Poéto? Pourquoi continuer toujours à travailler, à faire des recherches, à présenter ses thèses, ses mémoires par rapport aux écrits des autres? Il suffit de sortir sur le terrain pour s'apercevoir que ces choses-là existent effectivement, mais je vais dire quelque chose peut-être, mais ceux qui sont allés sur le terrain peuvent le vérifier facilement, que les relevés, ou bien tout ce qu'ont dit les Français ou les autres sur nos histoires, sur nos légendes, sur notre histoire, sur les figures rupestres, sur les vestiges que nous avons, n'est pas toujours la vérité. Sur place, il y a la vérité. Justement, maintenant, grâce à la technologie, depuis que j'ai commencé à faire ce travail-là, j'ai trouvé que, effectivement, en comparaison à certains textes relevés par Poéto ou bien des autres, j'ai relevé il y a beaucoup de manques. Soit il y a des manques, soit c'est relevé d'une façon fausse. Un caractère n'est pas celui-là. Par exemple, on relève 2 bâtonnets, or qu'il y a 3. Ça, c'est une erreur. On relève, par exemple, quelque chose qui est comme ça, déjà, si ça manque un point ou un bâtonnet, ça fausse la phrase. Donc, il y a ça. Maintenant, aux intellectuels, aux universitaires locaux, aux étudiants, aux chercheurs d'aller sur le terrain pour relever tout ça et les interpréter à notre façon. Parce que nous avons gardé cette langue-là. Il faut que vous sachiez que même Champollion, quand il est allé trouver les clés des hiéroglyphes, il s'est servi des Coptes et des Berbères de l'Égypte. Parce que eux, ils ont gardé un peu la langue des pharaons. Donc, mais nous, la langue berbère, elle est gardée un peu partout. Elle est vivante jusqu'à maintenant. Donc, la chance que nous avons maintenant d'interpréter ces écrits-là, ne l'avait pas Champollion ou bien ceux qui ont traduit les tablettes sumériennes. Donc, profitons de cette opportunité-là. Peut-être ces messages-là sont destinés pour nous, pour notre bien, et ça va être quelque chose de merveilleux. Et ce que nous sommes en train de faire là, on peut le laisser pour l'histoire, pour nos enfants, comme nous ont laissé ces messages-là. Parce qu'ils ne sont pas écrits pour rien. Ils sont écrits pour que quelqu'un les lise, les comprenne. C'est comme si des lettres, c'est comme des lettres, c'est comme des messages destinés pour quelqu'un. Donc peut-être nous sommes la bonne génération. L'observation, qu'est-ce que j'ai observé? Donc, il y a un peu partout, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve d'abord une écriture, des messages laissés sous forme d'écriture, cette écriture libique, ou bien le tifina. On est d'accord pour dire que c'est l'écriture originale de l'Afrique du Nord, qu'on nomme Thamazra.
Donc, on remarque sur ces abris des bâtonnets, des tracés linéaires, des taches résiduelles, des pointillés et des caractères libiques. On trouve parfois des croix, des silhouettes humaines et téphaliques, des silhouettes animales et certains dessins indéfinissables. Des boucliers symboliques, des mains. Voilà à peu près. Donc, si on résume, on trouve des silhouettes humaines, des silhouettes animales, des dessins énigmatiques, des dessins symboliques, des caractères libiques, des taches résiduelles et des gravures. Où les trouve-t-on? Sur des abris de roches de grès numidien, orientés vers le sud, protégés des eaux et du soleil. Que peuvent contenir ces textes, c'est-à-dire ces pointillés, ces caractères libiques et ces figures? Nécessairement des messages. Donc la question qui se pose, pourquoi on choisit le grès numidien, ces abris-là, pour ces messages-là? Pour ne pas dire la qualité de ces messages-là ou bien l'importance de ces messages-là. Pour qui sont-ils destinés? Est-ce que c'était des bloc-notes des anciens? Parce qu'on dit que la pierre pour la terre, c'est comme les os, l'ossature, pour l'être humain. C'est solide. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de pierre, la terre ne peut pas se tenir. Bien sûr, je parle de la pierre en général. Ces minéraux-là endurcis, bien durs. Le grès numidien, c'est une roche noble par excellence. On trouve d'énormes rochers, parfois des blocs uniformes. Je vous montre des exemples. Et généralement, les anciens ont choisi, particulièrement quand il y a un abri protégé d'eau et du soleil, ils laissent des messages. Parfois, on peut remarquer qu'ils sont écrits d'une traite, ça veut dire le même jour, par la qualité de l'ocre que nous avons observé. Parfois, on peut dire que ce texte-là est écrit par plusieurs personnes, ou bien à des dates différentes. Il y a des chercheurs qui ont dit que l'ocre, c'est une sorte de roche, chez nous on l'appelle adrarboudei, qu'on écrase, qu'on mélange avec la graisse animale. On la fait bouillir, ensuite on écrit à l'aide de ses doigts. Ce n'est pas vraiment compliqué, mais ces signes ont une signification. Et ce qu'ils veulent dire aussi a une signification que nous ignorons jusqu'à présent. Pourquoi? Parce que tous les chercheurs, ils ne font que relever, des croquets. Et puis, il y a certains, dans le passé, qui ont essayé de donner des équivalents aux lettres alphabétiques latines. Généralement, on travaille sur les valeurs qu'ont données Chabot, les années 40, et février. Il n'y a pas beaucoup de différence. En ce qui me concerne actuellement, je travaille par rapport à la thèse. Je travaille actuellement par rapport à la thèse ou bien au livre de Aïtali Hayassamia, qui est vraiment extraordinaire parce qu'elle parle des stèles et inscriptions libiques de la Berbérie centrale en Algérie. Donc elle a fait des recherches significatives, donc moi je me fie à son travail, donc je me sers.
Et il y a aussi les travaux de Mohand el-Hadi Harash, aussi, qui a écrit beaucoup de choses sur l'histoire antique de l'Algérie. Il a beaucoup de livres, donc je me sers un peu de leur recherche pour continuer dans les miens. Donc les écritures, ces écritures-là, on les retrouve parfois d'une façon claire. Ça nous saute aux yeux, comme quoi c'est des écritures laissées par les anciens. Parfois, elles sont dégradées, ou bien détachées en débris, ou bien parfois l'homme a écrit dessus, ou bien sûrement il y a beaucoup d'abris, de roches qui ont été brisées et le message est parti. Parce que plusieurs fois, on nous raconte qu'un certain avait cassé une pierre, or que dans la mémoire, on se souvient que cette pierre-là contient des écritures. Ils étaient écrits, c'est-à-dire ces caractères sont écrits sur une période très très ancienne, avec une écriture aussi très très ancienne que les contemporains ne comprenaient pas, malgré qu'ils ont essayé de donner les équivalents aux lettres, aux consonnes, parce que jusqu'à maintenant on ignore les voyelles. Ces messages étaient écrits par des initiés, sûrement pour laisser des messages très importants pour des générations, ou bien une génération surtout concernée, très lointaine dans le futur. Des messages cachés pour les contemporains, parce que destinés pour les générations à venir. Ce jour-là, les concernés seront en mesure de comprendre. C'est comme un émetteur-récepteur. La station ne peut être captée que par la bonne fréquence. Ces figures-là, à travers le temps, n'ont pas été observées ou bien on ne les a pas trouvées dans les écrits, par exemple du Moyen-Âge ou bien de l'Antiquité. Il fallait que les Français arrivent et ces écrits-là, ces figures-là, aiguisent leur curiosité. En particulier, un dénommé Poéto, qui avait laissé un livre très très précieux, qui s'appelle Corpus des peintures et gravures rupestres de Grande Kabylie. Donc c'est écrit par Poéto et Musso. Son livre, d'ailleurs, son corpus, est devenu une référence pour tous les chercheurs et les archéologues. Il travaille à base de ce livre-là. La population locale a construit des légendes à propos de ces écritures. Généralement, nous n'avons pas fait attention dans le passé. Mais par contre, il faut que l'on signale que ces endroits-là, les endroits où il y a des figures rupestres, sont protégés parce que on disait de ces roches-là qu'ils sont des assassins. C'est-à-dire c'est un endroit saint, intercesseur entre les hommes et Dieu. C'est pour ça qu'on n'osait pas toucher. Voilà le secret de la conservation de ces figures-là. C'est pour ça d'ailleurs que on peut dire que tous les sites où les anciens nous ont laissé des messages pareils avec les écritures téfinales ne sont pas détruits parce que ils n'ont pas laissé n'importe où. Et même par la suite, la légende a contenu le conseil, le caractère de l'endroit, comme quoi il est sacré, a continué. D'ailleurs, plusieurs endroits, on trouve soit à côté à SS, ou bien
Enfin, on trouve qu'on allumait des bougies. Chez nous, quand tu trouves un endroit, il y a des traces où on pose des bougies, on allume des bougies, c'est-à-dire cet endroit-là est sacré, VSS. On n'ose pas y toucher. Les vidéos sont un peu difficiles parce que chaque image, des fois, nécessite des heures et des heures de travail, mais je vais essayer d'être à la hauteur de vous fournir ce travail-là, doucement, doucement. Bien sûr, je compte sur les chercheurs pour m'aider, pour écrire dessus et pour aller sur place. Et je compte aussi sur la population pour protéger ces endroits-là, les garder. Et comme les anciens les ont placés comme des endroits saints, nous aussi, on gardera toujours ce caractère-là de sacré, d'assassin, jusqu'à, même si on découvre le message, on les gardera, c'est des mémoires. La mémoire, elle est gardée sur la pierre. La mémoire de la pierre, elle est plus forte. Comme j'ai dit au début, que la pierre, c'est l'ossature de la terre, du monde. C'est comme chez l'homme, il a les os, et la terre a de la pierre. La pierre, elle est sacrée. Merci, à bientôt.